Il est pile 16h27, vous êtes au bon endroit devant LCI Direct. Ce sont des manœuvres militaires entre la Russie et la Chine que le président américain n'a pas vu venir. Russes et Chinois ont récemment mené un exercice conjoint de lutte antimissile, ce qui, selon un expert interrogé par nos confrères de Newsweek, témoigne d'un niveau de confiance croissant, les deux parties étant capables de tirer un bénéfice mutuel de la prolifération des armes de précision à longue portée en Europe et en Asie. Dans un communiqué publié il y a quelques jours, le ministère chinois de la Défense déclare que les manœuvres militaires qui se sont déroulées début décembre dans un lieu tenu secret en Russie ne visaient aucune tierce partie et n'avaient rien à voir avec la situation régionale actuelle. Et pourtant, écoutons-le. Je souhaite rappeler que les exercices stratégiques aériens joints entre la Chine et la Russie ayant eu lieu font partie d'un projet de coopération entre nos deux pays et ont lieu tous les ans. Ceci montre notre détermination et notre capacité à gérer de manière commune des problématiques sécuritaires régionales et à maintenir la paix. Le Japon n'a aucunement besoin de s'en énerver ni d'en tirer des conclusions. Xavier, à quoi jouent Vladimir Poutine et Xi Jinping ? Ils s'entraînent pour la prochaine guerre. Contre les Américains ? Entre autres. Quand on voit les propos de Marc Rotto tout à l'heure dont on parlait sur une troisième guerre mondiale, hypothétique évidemment, mais le risque, la crainte qui monte. Imaginons, on reprend l'exemple tout à l'heure de l'Estonie, une opération militaire russe qui serait pas tout à fait militaire d'ailleurs. Il y a beaucoup de Russes qui vivent dans la ville de Narva qui pourraient se soulever contre l'État estonien, pas considérant qu'ils sont maltraités. La Russie venir à leur secours avec des forces plus ou moins masquées, un peu comme ce qu'on a vu, que ce soit en Crimée ou dans le Donbass en 2014. Ça ferait une diversion pour que, par exemple, Xi Jinping puisse commencer à s'intéresser d'extrêmement près à l'île de Taïwan. Donc, il y a conjointement, ils avancent. Maintenant, ils font des exercices ensemble, des exercices qui sont très intéressants, puisque ce sont des exercices qui se passent en mer pour abattre des missiles qui viendraient de bâtiments américains. Ces bâtiments américains, qu'est-ce qu'ils viendraient faire là ? Ils viendraient défendre l'île de Taïwan. Donc, il y a une espèce de scénario qui est en train de s'écrire, qui ne se réalisera peut-être pas, peut-être jamais. Taïwan peut aussi tomber dans l'escarcelle chinoise d'une autre palière, politiquement notamment, d'ici quelques années. Mais Xi Jinping ne laisse rien au hasard, Vladimir Poutine non plus. Et puis Vladimir Poutine, il a absolument besoin de cet allié. Il ne peut strictement rien lui refuser, puisqu'on sait aujourd'hui qu'une partie de son matériel militaire est fabriquée avec des pièces qui ne sont pas strictement parlées des pièces militaires chinoises, mais qui ont, vous savez, un double objet, une dualité civile et militaire. Et donc, il est obligé de faire tout ce qu'il peut avec Xi Jinping pour être le plus proche possible de lui. La Russie et la Chine arrivent à faire ce qu'on ne parvient pas à faire avec nos ennemis. Ils arrivent à nous inquiéter, ils arrivent à nous terroriser. En réalité, quand on voit ces images à nouveau avec le président chinois entouré de tous ces Sud globaux et de tous les pays qui montrent à quel point Vladimir Poutine, qu'on a cru isolé ou dont on a cru il y a 4 ans bientôt qu'il serait seul au monde, pour reprendre le titre d'un film, ne l'est absolument pas. Et on voit que ces exercices conjoints sont là pour le rappeler. On voit le président d'Ouzbékistan, ou je ne sais plus quel pays, du Kazakhstan, derrière, on voit qu'il y a véritablement, au-delà de l'Organisation de coopération et de sécurité de Shanghai, une sorte d'altermonde ou de monde alternatif qui cherche aussi quelque part à renverser, ou en tout cas à tourner la page de l'Occident. On est dans les séquences de désoccidentalisation, on est dans les séquences où ces gens essaient de se structurer, parce qu'en réalité on a souvent considéré que les Sud globaux avaient suffisamment d'intérêts divergents pour pas être capables d'être unis contre nous. Je crois qu'avec le temps, tout ça évoluera évidemment, et puis on ajoute évidemment le président le président de Corée du Nord qui a apporté un large soutien à Vladimir Poutine, ce qui il y a quelques années aurait paru totalement farfelu. Ces gens-là trouvent un intérêt commun majeur et surtout un ennemi commun, c'est-à-dire nous. Pierre-Antoine Donnet est avec nous, rédacteur en chef de Asialist et de Asia Magazine, auteur de Taïwan aux éditions Nevikata. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Est-ce que l'Amérique est en train d'être un adversaire commun à Poutine et Xi Jinping ? Écoutez, toutes ces opérations, je reprends un peu ce qui avait été dit, mais je mets ça en perspective.
vise aussi à tester la volonté du président américain Donald Trump de réagir ou non. Et ça, c'est particulièrement important parce qu'à chaque fois, ils vont un petit peu plus loin pour voir quelles seront les réactions de Washington. Et là, en l'occurrence, on voit bien que ces manœuvres militaires aux portes de Taïwan et tout près des îles au sud de l'archipel japonais ont été aussi, bien sûr, dans le but de terroriser la population de Taïwan. Ça, c'est pas vraiment nouveau. Également de faire reculer le Japon, de l'intimider, de faire en sorte que la première ministre du Japon, Sanae Takaichi, retire les propos qu'elle avait dit il y a maintenant quelques semaines. Sur le fait que le Japon ne resterait pas immobile s'il y avait une tentation chinoise d'envahir Taïwan, que ça menacerait ses intérêts vitaux, les intérêts vitaux du Japon. Donc ce sont des tests qui sont toujours plus précis, toujours plus forts, toujours plus intimidants, et on voit que finalement en face, l'Amérique de Trump ne fait pas grand-chose pour rassurer le Japon et ses alliés dans la région. Est-ce que c'est la preuve, Pierre-Antoine Denay, que Donald Trump, qui s'est toujours méfié de cette alliance, cette proximité entre Pékin et Moscou, n'a pas réussi son objectif, c'est-à-dire empêcher justement, créer de la distance entre la Chine et la Russie en créant un rapprochement avec Vladimir Poutine? Mais vous savez, ça, ce sont des espoirs qui sont d'une naïveté absolue, parce que je pense que les messages qui viennent tant de Moscou que de Pékin sont très clairs. C'est une alliance de facto qui les arrange tous les deux, et la Chine et la Russie, et qui n'est pas près d'être rompue. Et ce ne sont certainement pas les pressions de Donald Trump qui vont y changer quoi que ce soit. Donc, moi, ce que je vois, c'est que plus l'Amérique restera sans rien faire, plus en face ce tandem sino-russe sera offensif, plus il ira loin. Et effectivement, ça a été dit, mais moi là je vais dans le même sens. Un jour viendra où finalement Xi Jinping se sentira relativement assez fort pour attaquer Taïwan, soit sous la forme d'une guerre chaude, soit d'une guerre hybride. En fait, les moyens sont très nombreux. Pierre-Antoine Denay, vous restez avec nous. Je voyais réagir Anne Gente. Oui, tout à fait. Je voudrais souligner qu'il y a quand même une convergence sur à la fois le bloc américain, le bloc russe et le bloc chinois sur cette volonté commune de déstabiliser l'Europe, l'espace européen, d'en faire un grand marché. Ça a été redit encore une fois par Karaganov qui exprime, je voudrais que l'Europe soit simplement un grand marché, c'est notre intérêt pour nous. La Chine nous voit également comme un grand marché. Les États-Unis nous voient également comme un grand marché. Nous serions que des consommateurs et nous serions plus des producteurs. Nous passerions notre temps à dépenser de l'argent à leur bénéfice, à ces trois puissances-là. Et c'est tout. C'est là que nous devons en être conscients et réagir et déployer nos forces. Mais je voudrais également souligner ce qu'avait dit le président de la République lorsqu'il est allé en Chine. C'était la semaine dernière, j'étais avec lui à Pékin. Et quand il a souligné qu'il a essayé de prendre, et je crois qu'il faut souligner, je ne dis pas que c'est couronné de succès, mais il faut le dire, il a eu raison de le dire, rappeler à Xi qu'il ne cesse de dire qu'il veut s'appuyer sur le droit international. Et quand il a dit à Xi Jinping, vous savez, nous, Européens, et singulièrement nous, Français, nous parlons à l'Ukraine, vous parlez à la Russie. Il n'a pas parlé de la vente, notamment de produits à double usage à la Russie, ce n'était pas le propos. Et donc, à nous, ensemble, pourrions-nous trouver, puisque Xi Jinping a également dit qu'il espérait un conflit qui cesse en Ukraine, et donc il essayait de l'attirer sur une discussion commune. Donc il ne s'agit plus de savoir s'il y a alliance ou pas, mais l'objectif, c'est de voir que la proximité évidente entre Xi Jinping et Poutine devrait permettre, en toute hypothèse, avec de l'autre côté l'Union européenne et la France, de pouvoir aboutir à quelque chose de négocié qui soit dans l'intérêt de la sécurité européenne et de la souveraineté ukrainienne. Donc voilà ce que je tenais absolument à rappeler. N'oublions pas la convergence de ces trois grandes puissances sur la volonté de nous détruire. Eh bien justement, sur le front de la guerre en Ukraine, ce qui est sûr, vient nous rappeler Mark Rutte, le chef de l'OTAN, c'est que la Russie a besoin du soutien militaire de la Chine. Écoutons-le. Et comment Poutine peut-il poursuivre sa guerre contre l'Ukraine ? La réponse, la Chine. La Chine est la bouée de sauvetage de la Russie. Elle veut empêcher son allié de perdre en Ukraine. Sans le soutien chinois, la Russie ne pourrait pas continuer à mener cette guerre. Par exemple, 80% des composants électroniques essentiels des drones russes et d'autres systèmes sont fabriqués en Chine. La Chine, général, est-elle la bouée de sauvetage de Poutine ?
Oui, vraisemblablement. N'oublions pas non plus que la Chine a été mise comme menace systémique dans les réunions de l'OTAN depuis sous Biden d'abord. Ça a été intégré dans la réflexion, alors que l'OTAN n'est pas concernée d'ailleurs par la Chine directement au point de vue de la charte de l'Atlantique. Ne l'oublions pas, on parle de l'Atlantique tout à l'heure. Maintenant, effectivement, la Chine, on voit de jour en jour, de mois en mois, qu'elle est engagée. On a parlé des pièces, effectivement, duales, effectivement, qui apportent les compensations matérielles qui manquent sans doute à la Russie. Et puis, on est dans ce grand bouleversement des relations internationales et des rapports de force. Nous sommes à la défensive, nous, Européens. Et face à cela, nous avons des puissances qui sont plus émergentes, qui sont des réelles puissances, y compris militaires, qui sont prêtes à faire entendre leur voix. Alors vous évoquez effectivement le droit international, mais je pense qu'elles ont parfaitement compris que le droit international, c'était le nôtre et que ce n'était pas le leur. Et que c'est pour ça que ces États, d'ailleurs, contournent ce droit international et ne l'appliquent pas par différents moyens. Et puis pour revenir d'ailleurs sur la Chine, et je dirais, et la menace, ce que nous disait le général Mandon, parce qu'on a écouté que les 2-3 phrases sur les 30 minutes qu'il nous a données, quand même, ne l'oublions pas, quand même. Il y a des choses très intéressantes. Notamment, il a parlé de 2027, écrit en gros, paraît-il, au Pentagone, en disant que c'est la date où les Américains s'apprêtent à affronter la Chine. Donc, on est quand même, on parle beaucoup de guerre, mais quand même, quand on est en 2025, pratiquement 2026, et qu'on évoque du côté américain 2027, alors qu'avant on était un peu plus loin, nous sommes aussi dans un autre schéma de guerre qui sera un peu différent entre la Chine et les États-Unis. Et on voit bien que la Chine, vu le nombre de navires qu'elle met à l'eau et de porte-avions, la professionnalisation, les moyens techniques. Il suffit de regarder le défilé du 3 septembre, même s'il a été un peu manipulé dans les images, mais quand même était assez impressionnant, donc à Pékin. Donc on est bien une armée qui se met en route. Et c'est en fait la remise en cause de toute l'hégémonie réelle des Occidentaux depuis, je dirais, le XVe siècle, qui est remis en cause réellement, avec l'objectif que ce sont d'autres puissances qui vont donner leurs lois, édicter leurs lois à l'ensemble de la communauté internationale. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est l'histoire qui s'écrit sur la question des blocs, retour de blocs ou pas. Et je rappelle quand même que les États-Unis sont encore la première puissance mondiale et que la Chine est deuxième et qu'elle cherche à lui damer le pion depuis bien longtemps. Et qu'en fait, les uns et les autres se positionnent par rapport à ça. On avait des non-alignés à un moment. Ça a duré ce que ça a duré. Mais on voit bien encore une fois avec la conférence de Shanghai que je pense que beaucoup de pays, notamment d'Asie centrale, ne voient pas évidemment Poutine comme un ennemi, même s'ils ont été très contents de s'en dégager après à la chute de l'URSS, mais il le voit comme un partenaire et il le voit aussi, je pense, comme l'image de celui qui résiste à l'ordre international, qui résiste aux Occidentaux. Et je ne serais pas surpris qu'on ait peut-être un tiers, voire presque la moitié de la planète qui considère ou qui pense la même chose de Poutine, que ce soit les Indiens, les Chinois, les Ouzbeks, les Kazakhs et toutes ces populations qu'on a peut-être un peu perdues par nos guerres diverses et variées, par effectivement cette domination occidentale qui, à mon avis, ne pouvait pas éternellement durer. La roue tourne, c'est triste et c'est évidemment très handicapant pour nous. Mais on voit bien que le président chinois, encore une fois, que les images que vous montrez sur la démonstration de force du 3 septembre ont été extraordinairement impressionnantes par à la fois le défilé militaire et également par les personnes qui étaient présentes et qui représentent une grande partie du monde, une grande partie de ces Suds globaux et des milliards d'individus qui aujourd'hui doivent choisir entre pardonnez-moi l'expression, le marteau et l'enclume, mais entre le bloc occidental qui peine un peu à maintenir son leadership et qui ne peut pas exister, à mon avis, autrement que par la domination, et l'autre bloc qui se structure, qui commence à trouver des intérêts convergents avec un certain nombre de pays. On a des défilés comme ça extraordinairement impressionnants qui montrent aujourd'hui qu'il y a un monde, un nouveau monde qui est en train de se construire, qui est en marche et qui n'est évidemment pas en notre faveur. Je rappelle que l'exercice militaire conjoint russo-chinois est intervenu alors que les Américains déploient des missiles de moyenne portée au Japon et aux Philippines et prévoient de déployer des armes similaires en Allemagne l'an prochain. Et regardez ce que dit le porte-parole du département d'État américain. L'alliance États-Unis-Japon est plus forte et plus unie que jamais. Notre engagement envers notre allié japonais est indéfectible. Pierre-Antoine Denay, qu'est-ce que ça veut dire? Une alliance Japon-États-Unis contre Russie-Chine? Que ça, vous savez, le Japon, tout comme Taïwan, tout comme d'autres pays dans la région, sont des éléments clés et des alliés historiques des États-Unis.
Et tout simplement, si par exemple Taïwan devait tomber, si d'aventure la Chine lâchait, les États-Unis lâchaient le Japon, ça en serait fini de toutes les alliances qui existent avec les États-Unis dans la région. Et je pense que simplement, ce qui se joue en ce moment, c'est un énorme bras de fer, c'est-à-dire d'un côté, une volonté de faire peur qu'on voit très bien, qui est partagée par la Russie et la Chine, qui tous deux d'ailleurs partagent aussi une profonde détestation de l'Occident, et en face, les États-Unis qui ont bien compris qu'en ce moment, ce qui se joue, c'est de réagir fortement. Donc les déclarations qui ont été faites côté américain visent à rassurer le Japon sur le fait que les États-Unis sont là pour défendre le Japon et pour intervenir de façon très forte si jamais il y avait une crise qui devait éclater autour de Taïwan. Xavier ? Oui, deux éléments à mon sens extrêmement importants. D'abord, la Chine n'a pas d'alliés. La Chine a des partenaires, la Chine a des vassaux. Aujourd'hui, le premier vassal de la Chine, c'est la Russie, puisque Vladimir Poutine doit beaucoup à Xi Jinping. Ça, c'est le premier point. Le second point, les États-Unis ne sont une puissance que parce qu'ils règnent sur le monde et parce que eux ont des alliés, des partenaires, des gens qui leur font confiance, et notamment, et beaucoup en Europe, jusqu'à aujourd'hui encore, pour leur défense. Si jamais il y avait le moindre trou dans la raquette, justement, au Japon, en Corée du Sud, évidemment, à Taïwan, aux Philippines, ça pourrait aller extrêmement vite, sachant que l'objectif de Xi Jinping, c'est de devenir la première puissance du monde au détriment des États-Unis. Et il veut, ça va même au-delà de Taïwan, il est prêt à tout pour le faire. Et ça pourrait se symboliser dans quelque chose que cherche le président chinois depuis longtemps maintenant. Ça avance, ça commence à avancer, notamment avec la Russie. C'est de dédollariser l'économie, à savoir que ce soit le yuan qui devienne dans le futur. Est-ce que ça adviendra un jour ? Je n'en sais rien, mais c'est en tout cas ce que veulent les Chinois, devienne la monnaie de référence. Aujourd'hui, la Russie, sous sanction, ne peut plus évidemment payer en dollars. Les Chinois ne veulent pas de roubles, c'est de la monnaie de singe, ça ne vaut rien du tout. Donc il y a toute une économie qui s'est mise en place entre les deux pays qui est payée en yuan. Et de même, les Indiens, pour payer leur pétrole russe, pour éviter certaines sanctions, paient eux aussi avec la devise chinoise. Voilà, il y a toute une triade qui se fait. Permettez-moi de remercier Pierre-Antoine Donnet, rédacteur en chef de Asialist et de Asia Magazine. Vous restez avec nous. Tout de suite, le grand dossier présenté ce soir par Thomas Misraki. Vous savez pas, pour Agnès ? Quoi ?